Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, adapter le droit aux nécessités, aux circonstances, aux évolutions est évidemment une thématique bien connue des juristes, une dialectique bien maîtrisée au moins dans ses termes généraux. D'abord et d'une part, le droit a la prétention d'organiser la sécurité et la stabilité de la vie sociale et de la vie économique, ce qui suppose précisément de pouvoir s'adapter aux évolutions d'un monde toujours complexe et toujours en mutation. D'autre part, l'adaptation peut aussi être un processus d'affaiblissement, d'édulcoration, de fragmentation du droit, avec un risque progressif d'atteinte à l'égalité de droit. Le chemin étroit, le chemin de raison entre ces deux considérations passe très certainement par une pesée complexe des intérêts généraux en cause et par l'idée d'une proportionnalité, nécessité, adaptabilité, proportionnalité de la dérogation. C'est au regard de ces considérations qu'il faut probablement entendre mon propos. En droit administratif général, la théorie des circonstances exceptionnelles est bien connue, elle remonte au début du XXe siècle, je n'y reviens évidemment pas, ce n'est pas mon objet, ce n'est pas notre objet. En droit des contrats administratifs, le phénomène est plus récent, mais probablement aussi plus intense, plus immédiat. Les textes exceptionnels, les textes instaurant des régimes dérogatoires ou exceptionnels se sont multipliés pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, pour faire face à la crise de la Covid-19, pour effacer les conséquences des émeutes urbaines de cet été, etc., instillant progressivement l'idée que le respect évidemment tatillon du droit ne se justifie que dans des circonstances communes et ordinaires, et que lorsque les choses sont vraiment sérieuses, il faut dépasser le respect évidemment tatillon du droit. Alors, ce mouvement s'est amplifié avec un passage des circonstances exceptionnelles à la prise en compte des événements exceptionnels, et en particulier des événements, des grands événements sportifs comme celui dont nous parlons aujourd'hui. Ce phénomène semble remonter à l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de Grenoble de 1968, où pour la première fois, le législateur est intervenu par deux textes particuliers, une loi de 1965, une loi de 1967, un article à chaque fois, qui concernait le droit de l'expropriation et qui concernait le pouvoir de réquisition. Même chose pour les Jeux d'Albertville de 1992, même chose pour la Coupe du monde de football de 1998. Le phénomène s'amplifie un petit peu avec l'organisation de la Coupe d'Europe de football en 2016, où le législateur intervient en 2011 avec un texte cette fois-ci un petit peu plus étoffé, 3 articles, et 3 articles qui pour la première fois concernent non pas simplement le droit de l'expropriation et de la réquisition, mais le droit des contrats, puisque sont concernés les baux amphithéotiques, sont concernés les subventions publiques et la possibilité de recourir à l'arbitrage international. Autrement dit, l'adaptation du droit nécessité par l'organisation et la préparation des JO de Paris 2024 n'est pas totalement précurseur de ce phénomène, mais elle va inscrire ce phénomène dans une dimension tout à fait inédite et tout à fait remarquable. Tout à fait inédite et tout à fait remarquable d'un point de vue quantitatif et d'un point de vue qualitatif. D'un point de vue quantitatif, en effet, ce ne sont pas moins de 2 lois, et je ne parle même pas des modifications dont elles sont fait l'objet depuis lors, mais 2 lois qui vont organiser l'adaptation du droit, la dérogation au droit pour rendre possible l'événement Jeux olympiques et Jeux paralympiques de Paris 2024. Évidemment, la loi du 26 mars 2018, dont je reparlerai longuement par la suite, 30 articles, et la loi du 19 mai 2023, 29 articles, toutes deux relatives à cet événement et relatives à l'adaptation de toutes les branches du droit quasiment. On adapte le droit de l'urbanisme, on adapte le droit de la publicité pour tenir compte des contrats de partenariat, on y reviendra. On adapte évidemment le droit des contrats et le droit des biens dont je reparlerai. On adapte le droit des finances publiques, le droit fiscal, on adapte le droit de la sécurité, le droit de la police administrative, et on en reparlera longuement cet après-midi en modifiant d'ailleurs assez substantiellement l'équilibre entre sécurité et liberté. Donc un phénomène qui quantitativement se transforme, mais aussi et surtout, me semble-t-il, et c'est
probablement plus significatif, un phénomène qui se transforme qualitativement. Parce que cette adaptation n'est pas exclusivement liée aux contraintes techniques de l'événement, à la dimension intrinsèque de l'événement, aux 11 millions de spectateurs, aux 4 milliards de téléspectateurs que l'on envisage, un humain sur 2 téléspectateurs de cet événement. Mais ce n'est pas que ça. Ce qui est déterminant de cette adaptation du droit, c'est la puissance privée, la maîtrise de la puissance privée sur l'événement. C'est la puissance privée du CIO. Cela a été rappelé par monsieur le préfet de région. Les Jeux olympiques sont la propriété intellectuelle, la propriété matérielle du CIO et du CIP. Partant de là, il y a une véritable inversion des rapports classiques auxquels l'administrativiste que je suis est habitué, inversion entre les rapports de puissance privée et de puissance publique. Ça rejoint un certain nombre de considérations économiques qui nous ont déjà été tout à fait remarquablement exposées. C'est ceci qui va transformer cette adaptation du droit pour tenir compte des contraintes financières, des contraintes de logique de partenariat de marketing qui sont instaurées et qui contribuent à financer l'événement. Alors, partant de là, quelle est la portée finalement de cette adaptation? Quelle est la pérennité de cette adaptation? Est-ce qu'on peut l'inscrire dans une forme d'héritage juridique ou est-ce que, au regard de cette singularité que je viens de souligner, est-ce que c'est finalement quelque chose qui est lié à l'événement particulier, qui est lié à l'éphémère et qui est amené à disparaître? On pourrait le croire, prima facie. C'est peut-être plus compliqué, plus incertain. Je n'ai évidemment pas de boule de cristal et je ne peux pas préjuger de l'avenir, mais d'abord, la première chose, c'est que les schémas intellectuels, les schémas juridiques qui ont été développés, sur lesquels je reviendrai dans un instant, pour les JO de Paris 2024, ont déjà été mis en œuvre pour d'autres événements. Tout récemment, dans la matrice des JO de 2024, je pense à la Coupe du Monde de rugby qui vient de se dérouler et où les montages, contrats de partenariat de marketing et leur intégration par rapport au droit de la commande publique s'est fait exactement sur les modes de raisonnement des JO de Paris 2024. Je pense du coup que ces schémas vont se reproduire pour tous les grands événements sportifs de ce type et probablement d'ailleurs sont-ils à certains égards un élément de préfiguration de l'évolution des rapports de force entre la puissance privée et la puissance publique au-delà des seuls événements sportifs. Je crois que ce qui caractérise précisément la société contemporaine, c'est cette transformation radicale. On le voit dans nombre de domaines, face aux grands groupes industriels, face aux GAFA, face à un certain nombre de grands enjeux économiques, cette modification radicale des rapports entre la puissance privée et la puissance publique, ce qui fait que peut-être que ce dont nous parlerons s'inscrit dans un héritage, et finalement dans un héritage assez large. Alors c'est ce que je voudrais examiner en revenant au cœur de mon sujet, bien évidemment, ce que je voudrais examiner en distinguant d'une part le cadre institutionnel singulier qui a été mis en place, même si monsieur le préfet en a déjà beaucoup parlé, et ensuite montrer que ce cadre institutionnel singulier conduit à un régime fonctionnel adaptant plus précisément le droit de la commande publique et le droit des biens. Premier point, un cadre institutionnel singulier. Ce cadre institutionnel est singulier parce qu'il découle de la prééminence de la puissance privée lors de l'attribution des Jeux olympiques. Ce qui va conduire ensuite, lors de la préparation des Jeux olympiques, à une combinaison, comme cela a été dit, à une combinaison des acteurs privés et des acteurs publics. L'acteur privé, le COJOP, l'acteur public, la Solideo. Je ne fais référence ici qu'aux acteurs, je dirais, les plus opérationnels, ceux qui contractualisent. Je ne reviens pas sur le rôle de la DIJOP, sur le rôle de l'État, etc. etc. Mais ce qui est singulier ici, et j'insisterai dans un instant, c'est qu'il y a là aussi une inversion des rapports logiques, puisque le maître d'ouvrage, dirais-je, au sens commun du terme, celui qui est responsable de la livraison des Jeux, celui qui décide, in fine, c'est le COJOP. L'opérateur public est finalement au service du COJOP, et non pas comme c'est plus traditionnellement le cas. Mais commençons tout d'abord par l'attribution des Jeux olympiques, la prééminence de la puissance privée. L'attribution des Jeux olympiques résulte, vous le savez, surplus cela a été rappelé, par la signature à Lima du
contrat de ville hôte le 13 septembre 2017 entre le CIO, le CIP d'une part, la ville de Paris et le CNOSF d'autre part, qui sont les parties initiales à ce contrat de ville hôte. Alors ce contrat de ville hôte est une chose assez singulière juridiquement et tout à fait passionnante, tout à fait intéressante. C'est un contrat qui instaure un rapport que j'ai qualifié, parce que ça veut tout dire et ça ne veut rien dire, je l'assume tout à fait, un rapport quasi-normatif. Ce rapport quasi-normatif a imposé une véritable mise au pas du droit administratif français opéré par la loi du 26 mars 2018. Le cadre quasi-normatif, tout d'abord, résultant du contrat de ville hôte. Quelle est l'idée? Eh bien, l'idée, c'est d'abord de se rendre compte que, outre les parties signataires initiales du contrat, celui-ci va avoir un effet, une portée bien au-delà des seuls réseaux d'obligations entre ses signataires initiales. D'abord parce que ce contrat prévoit expressément dans ses dispositions la constitution d'un comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques dans un délai de 5 mois et l'adhésion de ce COJOP au contrat qui devient donc par lui-même signataire de ce contrat, partie au contrat. Mais beaucoup plus intéressant est le fait que ce contrat va s'amalgamer à toute une série de mécanismes d'engagement et plus précisément de mécanismes de promesses de portefort qui vont conduire à instaurer un cadre et un schéma d'obligations et de contraintes, notamment à l'égard de l'État. L'État n'est pas signataire du contrat de ville hôte, mais l'État est intimement et profondément lié par ce contrat. Pourquoi? Parce que d'abord, les signataires du contrat, la ville de Paris en particulier, le CNOSF également, se portent fort de ce que l'État d'accueil, les autres collectivités facilitent la réalisation de l'opération et les engagements souscrits en vue de la réalisation de cette opération. Parallèlement, au moment de la candidature, l'État, par un certain nombre d'engagements unilatéraux, l'ensemble des collectivités territoriales concernées vont eux aussi s'engager sur leurs propres obligations, notamment financières, et on en reparlera, mais également vont se porter fort du respect par les signataires du contrat de leurs obligations. Bref, cet entrelac d'obligations réciproques, de promesses réciproques de portefort, fait que l'effet du contrat de ville hôte est beaucoup plus large que celui simplement relatif d'un contrat classique. Ceci est d'autant plus vrai que les effets de ce contrat sont, je peux aller très vite parce que cela est bien connu, a été largement souligné par les travaux parlementaires lors de la loi de 2018, par la Cour des comptes dans ces deux rapports de juillet de janvier et juillet 2023. Ce contrat de ville hôte instaure un rapport totalement asymétrique. Un rapport totalement asymétrique. C'est d'ailleurs très drôle quand on le lit avec le regard de l'administrativiste. C'est un contrat administratif inversé. C'est un contrat administratif où on trouve une retenue de garantie, où on trouve une mise en régie en cas de faute, où on trouve une procédure de résiliation unilatérale en cas de faute, mais pas au profit de la personne publique, au profit évidemment du CIO, au profit de la puissance privée dans ce contrat. Et ça génère évidemment quelque chose d'assez inédit, d'assez singulier. Même chose sur le partage des gains et des bénéfices. Alors, on a bien vu que les gains sont assez théoriques, mais il y a une clause dans le contrat qui prévoit le partage des gains, notamment au profit du CIO. Mais il n'y a absolument aucune clause qui prévoit le partage des pertes, le partage des risques à la charge du CIO. Le risque de l'opération pèse intégralement sur le COJOP et au travers du COJOP sur l'État avec les engagements unilatéraux souscrits puis repris par les lois de finances pour respecter quand même un petit peu la loi organique relative aux lois de finances et notamment au final l'engagement de 3 milliards d'euros qui pèse sur le budget de l'État, on le sait. Ce contrat de ville hôte, non content d'être singulier dans son contenu, est singulier par sa prétention, évidemment, à vouloir s'émanciper totalement de l'ordre juridique interne. On le sait, l'article 51 de ce contrat prévoit qu'il est intégralement soumis au droit substantiel suisse et relève pour tout litige d'une clause d'arbitrage
au profit d'un arbitrage international, au profit du tribunal arbitral du sport de Lausanne. Alors tout ceci a nécessité évidemment une adaptation, je l'ai dit, du droit interne français, une mise au pas finalement du droit administratif français qui a été largement réalisée de ce point de vue, et du point de vue qui m'intéresse, droit des contrats, droit des biens, par la loi du 26 mars 2018. Alors précisément, cette loi du 26 mars 2018 a pour objet d'honorer, disait le gouvernement dans l'exposé des motifs du projet de loi, d'honorer les engagements souscrits par la France auprès du CIO et du CIP en phase de candidature. C'est plus précisément l'objet du titre premier de cette loi, titre premier qui, à l'origine, s'intitulait « Dispositions permettant le respect des stipulations du contrat de ville haute ». Alors, comme la formulation était quand même un petit peu brutale, elle a été par amendement parlementaire modifiée pour redevenir plus sobrement « Dispositions relatives aux stipulations du contrat de ville haute », mais évidemment, le fond subsiste. L'article 1er reconnaît que le CIO, le CIP et le COJOP sont organisateurs de la manifestation pour leur permettre d'en avoir les droits de propriété intellectuelle et les droits commerciaux. Les articles suivants concernent la protection des droits de propriété sur les propriétés olympiques, organisent les règles de publicité en dérogation complète aux règles nationales et aux règles locales de publicité pour permettre le déroulement des contrats de partenariat de marketing. Et puis enfin, l'article 6 autorise rétroactivement la conclusion de la clause d'arbitrage par la ville de Paris que je viens de mentionner. Alors, cette volonté ainsi d'extérioriser, d'externaliser de l'ordre juridique français le contrat de ville haute ne réussit peut-être pas totalement à aboutir à cet objectif parce que, me semble-t-il, la loi de 2018 ne résout pas tout et ne peut pas probablement tout résoudre. D'abord, il est vrai que la soumission du contrat de ville haute au droit suisse conduit en principe à l'incompétence du juge administratif pour connaître de tout litige entre les parties. Mais cela ne vaut pas pour un litige éventuellement introduit par un tiers. Le Conseil d'État a ainsi admis de connaître d'anciens contrats qui étaient conclus par Ryanair, qui étaient des contrats qui prévoyaient une clause d'arbitrage au profit d'un juge londonien, l'application du droit irlandais, et lorsque la société Britair a agi en justice contre ces contrats sur le terrain du droit des aides d'État, le Conseil d'État s'est reconnu parfaitement compétent en ne faisant même aucune référence à cette clause qui est enfermée dans les faits relatifs d'un contrat. Si le contrat de ville haute a un effet quasi normatif, il n'en reste pas moins à la base un contrat, d'où le quasi. Il finit quand même par avoir un petit peu de sens dans cette affaire. Même chose, la compétence du juge administratif peut être réintroduite par le biais du contrôle éventuellement des sentences arbitrales rendues. Les sentences arbitrales rendues à l'international peuvent faire l'objet d'un contrôle devant le juge judiciaire, voire peut-être même devant le juge administratif. Alors certes, le contrat de ville haute n'est pas un contrat de la commande publique, n'est pas un contrat du domaine public, mais les sentences en cause peuvent porter atteinte au régime d'ordre public que constituent le droit de la commande et le droit des biens publics. Donc il reste un certain nombre de questions sur ce point, et l'on voit que la prééminence de la puissance privée ne réussit peut-être pas totalement à effacer quelques petits éléments de résistance, d'îlots, de ci, de là, des logiques traditionnelles de notre ordre juridique interne. Mais passons à la préparation des Jeux Olympiques, c'est-à-dire à la combinaison des acteurs privés et publics. COJOP d'une part, Solideo d'autre part. En quelques mots rapidement, parce que je ne veux pas être... Pardon ? Allez-y, monsieur le professeur. Mais merci, monsieur le président, merci, je vous en prie. Quelques mots, disais-je, d'abord sur le COJOP. Cela a été rappelé, le COJOP est une association qui a pris la suite du GIP de candidature. C'est une association dont le régime est assez particulier, notamment en raison du contrôle très étroit que le législateur, à l'article 29 de la loi de 2018, fait peser par le biais de l'action de la Cour des comptes, de l'AFA éventuellement aussi, etc.
Non, ce qui est plus intéressant du point de vue du droit administratif et du droit des contrats, c'est la question, on essaie de faire retour à nos vieilles questions rituelles, est-ce que le COJOP gère un service public? Alors on le sait, la question s'est posée devant la commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu un avis le 5 septembre 2019 et qui, finalement sans grande surprise, a répondu que oui, l'activité du COJOP est une activité de service public parce que c'est une activité d'intérêt général qui est contrôlée par la puissance publique et qui, estime la CADA, bénéficie de prérogatives de puissance publique par l'attribution de titres unilatéraux d'occupation du domaine public. C'est assez peu discutable. Il reste une difficulté, c'est que pour qu'il y ait service public, il faut un élément matériel, l'intérêt général, mais il faut aussi un élément organique. Il faut que l'activité soit confiée à l'opérateur privé par la personne publique. Or ici, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que le service public est confié par le CIO au COJOP et pas par l'État. Alors on peut essayer de s'en sortir en disant oui, il y a une vieille jurisprudence qu'on connaît bien, commune d'Aix-en-Provence, etc., qui dit qu'un service public peut avoir été créé sur initiative privée et ensuite devenir service public parce que la puissance publique, par son action ultérieure, intègre l'activité en un véritable service public, contrôle, activité financière, etc. Et ce schéma peut se transposer ici, très certainement, et résoudre la difficulté du critère organique. À ceci près quand même que on a ici une situation très particulière. On a un service public qui est à la base une propriété privée et l'exécution de cette propriété privée, la mise en œuvre des droits tirés de cette propriété privée est qualifiée de service public. Bon, et la qualification est certainement inévitable pour rentrer et rester dans nos standards du droit administratif. Si on la complète, c'est un service public administratif, et c'est un service public à caractère national. La seule difficulté qui subsiste, si on considère que c'est un service public qui est devenu par la suite service public, sur le raisonnement que j'ai indiqué, c'est à partir de quand? Alors ça, c'est une question totalement métaphysique, je ne vais pas y entrer parce qu'il ne faut mieux pas compliquer les choses tant qu'elles ne sont pas compliquées par la pratique ou par les contentieux, etc. La Solideo. La Solideo, c'est l'opérateur public qui intervient dans cette affaire, ça a été rappelé, c'est un établissement public industriel et commercial à caractère national. Alors juste deux remarques très vite. Première remarque, la dénomination. Société de livraison des ouvrages olympiques. Je trouve à titre personnel très regrettable ce recours un peu honteux aux institutions du droit public où on se sent obligé de qualifier de société un établissement public. Un établissement public, ce n'est pas une société, ce n'est pas un établissement public. Alors, ça arrive dans d'autres cas, c'est le cas du Grand Paris, l'établissement public, société du Grand Paris, etc. Mais c'est peut-être pas un des plus heureux en termes ni de catégorie juridique, ni de symbolique par rapport à la puissance publique. Deuxième considération du point de vue du droit des contrats, ce qui est tout à fait remarquable dans le régime juridique de la Solideo, l'article 53 de la loi du 28 février 2017, ce sont les pouvoirs absolument considérables que le législateur a confiés à la Solideo à l'égard des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'ouvrage délégués. Puisque Solideo n'est maître d'ouvrage des opérations que pour un nombre très limité d'opérations. Pour l'essentiel des opérations, ce sont les collectivités territoriales qui ont la maîtrise d'ouvrage de la réalisation de ces opérations, qui le font dans le cadre de conventions d'objectifs conclues avec Solideo qui finance l'opération, contrôle les opérations, etc. Et là, il y a, parce qu'il y a un impératif évidemment de délai, un impératif de respect des délais de livraison qui est considérable, eh bien il y a une volonté très forte du législateur de donner des pouvoirs totalement exorbitants d'un établissement public national à l'égard de collectivités territoriales pour garantir le respect de ces délais, pouvoirs de substitution notamment, qui sont absolument remarquables. Mais en abordant cela, j'ai déjà commencé à aborder le deuxième point qui est le mien, le deuxième point de cet exposé, le régime fonctionnel, un régime fonctionnel adapté à la réalisation de l'opération. Régime fonctionnel adapté, l'adaptation concerne ici le droit de la commande publique d'une part et concerne d'autre part l'adaptation du droit des biens publics. Adaptation du droit de la commande publique. Or, cette adaptation est extrêmement intéressante d'abord dans sa méthode parce qu'elle n'est pas tellement le fait du législateur, le fait de dispositions dérogatoires. Bon, il y en a de ci, de là. Par exemple, une disposition ajoutée à la loi de 2018 qui assouplit les conditions du recours au marché public de conception-réalisation.
des règles de contentieux particulières au profit de la Cour administrative d'appel de Paris, qui joue aussi en matière de contrat, mais tout ça, c'est peanuts. Ça. En réalité, l'adaptation va se faire essentiellement par la pratique administrative et par la pratique contentieuse. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ici, évidemment, il y a une contrainte spécifique qui est celle de l'incidence du droit de l'Union européenne. Le droit de la commande publique est enserré dans une matrice globale qui est celle des directives que l'on connaît en matière de marché public et de concession. Alors, cela va conduire à ce que cette adaptation va se réaliser sur un double plan qu'il faut vraiment constamment mettre en lien et qui est essentiel, qui est d'une part la volonté d'assouplir l'application du droit de la commande publique et d'autre part la volonté de compenser celui-ci en développant le recours au droit souple par des techniques de compliance. Assouplir l'application du droit de la commande publique. C'est l'effet de l'avis du Conseil d'État saisi par le gouvernement, l'avis du Conseil d'État du 2 juillet 2019, avis qui va conclure d'une part, et je n'insiste pas, c'est tout à fait logique que le COJOP ait un pouvoir adjudicateur, donc que les contrats qu'il conclut, s'ils respectent les autres conditions, sont susceptibles d'être soumis au Code de la commande publique. Deuxième aspect de l'avis, c'est l'incidence précisément du droit de la commande publique et du Code de la commande publique. La question se pose à propos des contrats de partenariat de marketing. Alors, il faut savoir que l'essentiel, évidemment, du financement des jeux, ou une part importante en tout cas du financement des jeux, se fait par ces liens particuliers de contrats de partenariat de marketing, qui peuvent être soit une contractualisation directe avec le CIO, les partenaires choisis par le CIO et imposés aux opérateurs nationaux, ce qu'on appelle les partenaires top, et d'autre part, les partenaires domestiques, qui sont à divers niveaux, 5 niveaux, je crois, d'intégration et de partenariat, qui sont donc les partenariats domestiques choisis par le COJOP lui-même. Quelle est la qualification juridique de ces contrats de partenariat ? Le Conseil d'État, dans son avis, nous dit « tout dépend de l'objet principal du point de vue du pouvoir adjudicateur quant à ces contrats ». S'ils ont pour objet principal l'occupation du domaine public, faire la promotion, etc., ce ne sont pas des contrats de la commande publique, évidemment. Ce sont des contrats d'occupation du domaine public. Il faut simplement, lorsque les partenaires sont choisis par le COJOP, qu'ils le soient au terme d'une procédure transparente et impartiale. Lorsque les contrats de partenariat ont pour contrepartie principale une fourniture, là, ils peuvent être contrats de marché public. Si cette fourniture est une fourniture en numéraire, ce n'est pas un contrat de la commande publique. Si par contre la fourniture de biens ou de services se fait en nature, alors le contrat de partenariat est requalifié de marché public. Faut-il alors le soumettre à des règles de publicité et de mise en concurrence ? Non, répond le Conseil d'État, ou en tout cas à des règles souples, à des règles adaptées. Lorsqu'il s'agit de partenaires top, imposés par le CIO, le partenaire bénéficie d'un droit exclusif, on ne peut pas le remettre en concurrence, on écarte les règles de publicité et mise en concurrence, comme le prévoit classiquement le droit de la commande publique. Il n'y a pas d'adaptation ici, il y a de l'application des règles ordinaires. Lorsque le partenaire est un partenaire domestique, donc choisi librement par le COJOP, eh bien, dans ce cas, le Conseil d'État considère qu'il y a lieu d'appliquer un article du Code de la commande publique. Alors, excusez du peu, ça va être un tout petit peu compliqué l'espace de quelques instants, mais il faut parfois aussi rentrer un tout petit peu dans le dur pour dire des choses tout à fait signifiantes. C'est l'article 2512-2.2 du Code de la commande publique, qui exclut du régime ordinaire de la commande publique et notamment des règles de passation les contrats qui sont conclus selon une procédure convenue entre une organisation internationale et l'acheteur lorsque le marché public est cofinancé majoritairement par cette organisation internationale. Dans ce cas, il y a lieu simplement de respecter des règles de publicité mise en concurrence définies librement par l'acheteur et assouplies. 3 conditions. Il faut que le marché résulte d'une relation particulière entre l'acheteur et une organisation internationale. Pas de problème pour qualifier le CIO d'organisation internationale, les organisations non gouvernementales le sont. Deuxième condition, il faut qu'il y ait une procédure convenue entre l'acheteur et l'organisation internationale. Là, c'est plus problématique.
Là, c'est plus problématique parce qu'il n'y a pas de procédure convenue en réalité. Il y a des règles générales qui sont prévues dans les dispositions de la charte olympique, dans les guides des bonnes pratiques développés par le CIO, mais qui sont des éléments extrêmement généraux de lutte contre la corruption. Et puis, troisième élément, il faudrait que les marchés en cause soient majoritairement financés par l'organisation internationale. Alors, le Conseil d'État va l'admettre pour faire application de cette disposition, mais il va l'admettre en considérant que la recette de billetterie est une recette qui doit être imputée au CIO et considérée comme venant du CIO. C'est peut-être juridiquement logique de la mesure où l'événement appartient au CIO et donc où les droits de billetterie sont juridiquement imputables au CIO, mais il résulte de l'activité propre du COJOP, de la capacité à promouvoir l'événement, de la capacité à développer l'événement. Donc on voit la volonté d'assouplir l'application de ce texte par le Conseil d'État pour rendre possible l'intégration des règles imposées par le CIO dans le droit des marchés publics. Alors, ce mécanisme, et je vous remercie, Monsieur le Président, je vais très brièvement terminer mon propos. Ce mécanisme est compensé par le recours au droit souple, au mécanisme de compliance. Je ne développerai pas, vous le retrouverez dans mon papier. Je dis un mot simplement encore sur l'adaptation du droit des biens publics. Adaptation du droit des biens publics qui, là, simplement pour dire que se fait, elle, par contre, différemment, notamment pour le droit du domaine public. Là, c'est véritablement une disposition législative. C'est l'article 17 de la loi du 26 mars 2018 qui vient modifier les choses en écartant les règles de mise en concurrence pour les conventions de sous-occupation conclues par le COJOP, en écartant les règles de redevance, mais ce sont des dérogations finalement assez limitées qui sont instaurées. Et puis je termine parce que il y a là un point qui me semble intéressant et assez symptomatique de mon propos général, par les dispositions introduites de la loi de 2018 sur la mise à disposition des locaux. Et plus précisément sur la mise à disposition des locaux gérés par les CROUS des départements concernés. On sait en effet que l'article 19 de la loi de 2018 a autorisé les CROUS à louer les chambres étudiantes vacantes au 1er juillet 2024 au profit du COJOP pour y loger notamment les bénévoles. Alors, cette disposition a conduit le CROUS de Paris à annoncer aux étudiants que les contrats de location pour la période 2023-2024 termineraient tous au 1er juillet 2024, seraient donc tous des contrats de 10 mois au plus et non des contrats de 12 mois. Cette décision a fait l'objet, on le sait, d'un recours pour excès de pouvoir accompagné d'un référé suspension devant le tribunal administratif de Paris qui a rendu une ordonnance assez sévère notamment parce que celle-ci a parlé de détournement de pouvoir, détournement de procédure peut-être plus, mais qu'importe, en considérant que cette disposition législative ne permet pas d'organiser la vacance des chambres. Elle permet de louer les chambres vacantes, mais elle ne permet pas d'organiser délibérément la vacance des chambres. Alors cette solution rend la pratique évidemment en cause pour le COJOP plus compliquée, mais cette solution, me semble-t-il, est intéressante parce qu'elle montre qu'au-delà de la technicité de la question de l'adaptation du droit, ce qui est en cause dans cette affaire aussi, que ce soit l'instauration ou en l'espèce la mise en œuvre des dérogations, c'est la nécessité, une fois encore, de faire un partage des intérêts généraux en cause et d'avoir un raisonnement en termes de nécessité, d'adaptation et de proportionnalité. C'est une exigence politique, c'est une exigence juridique si l'on veut conserver et maintenir l'acceptabilité sociale des jeux. Je vous remercie de votre attention.